On va du coup passer à la dernière preview de ce live. On va pouvoir déborder jusqu'à 14h du coup. Même si voilà, on a été un petit peu plus long que prévu sur chaque preview. Orlando, on va parler d'Orlando. Alors il faut que je fasse la transition. Voilà, on va faire ça comme ça. Pendant que je prépare l'illustration, encore une fois magnifique, de Jordan. Le Magic, une saison vraiment... bon courage pour débroussailler Orlando. Oui, il y a effectivement des choses à dire. Donc, le Magic qui a fait le ménage en réalité à la trade deadline dernière, puisque alors que l'équipe, encore une fois, subissait un flot inarrêté de blessures, et notamment malheureusement de ces jeunes joueurs, on pense à Markel Fultz, on pense encore une fois à Jonathan Isaac, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va y revenir. J'ai même mis en intro de mon brouillon une franchise bleue pour représenter la Croix-Rouge. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Et avec toutes ces... Jordan qui n'a pas son moment. Je suis désolé. On te refera un shout-out à la fin de l'émission si tu veux. Orlando, donc, qui, après toutes ces blessures et la fin d'un cycle vraiment pour le trio Gordon, Fournier, Vucevic, a finalement décidé de tout péter, de tout bazarder à la trade deadline. Gordon est parti à Denver, Fournier est parti à Boston, Vucevic est parti aux Bulls. Et enfin, un nouveau cycle de reconstruction est assumé. Tu me parlais de ton intérêt pour les franchises qui draftent des jeunes talents parce qu'il y a un intérêt dans le développement, parce qu'il y a des interrogations sur les profils, etc. Moi, je me pose une question, est-ce que c'est pas mieux pour Orlando, finalement, d'avoir tout pété, plutôt qu'être dans un entre-deux un peu naze, où ils sont mauvais mais pas assez, voilà, le fameux ventre nous, alors qu'on peut remercier JB de son follow. Oui, bon, c'est entre deux. Orlando, ça fait quand même quelques années qu'ils y étaient, avec une incursion au premier tour de playoff et un sweep. Voilà, c'est ce qu'on peut un peu appeler l'effet Indiana aussi, hein. Ils sont aussi dans ce ventre mou, jamais trop fort, jamais trop mauvais. Et, euh, et on a d'ailleurs l'impression qu'en NBA aujourd'hui, c'est un peu ce ventre mou que les franchises essayent d'éviter. Puisqu'on a de plus en plus, j'ai l'impression, une sorte de raisonnement manichéen. C'est soit on vise le titre ou on essaye d'aller loin en playoff, soit on essaye d'être le plus mauvais possible. Et cet entre-deux, on le retrouve de moins en moins. Après, oui, bon, c'était peut-être effectivement pas une mauvaise chose de faire exploser le roster. De toute façon, on voyait pas bien comment dans cette conférence Ouest, qui a l'air de devenir de plus en plus compétitive. On voyait pas bien comment dans la conférence Ouest, Orlando pouvait faire mieux que ce que la franchise avait fait les années précédentes. Même si, encore une fois, Fournier, Vucevic, ça jouait pas trop mal. Et désormais, c'est la constante de notre live aujourd'hui. On a une équipe très jeune, encore une fois, comme OKC et comme Détroit. Avec beaucoup de questions sur les profils à garder, les profils qui s'inscriront ou non dans la ligue, ce sur quoi les franchises et celle d'Orlando va pouvoir se baser. On va passer sur, bien sûr, les départs, les arrivées et le 5. Alors, les départs pendant l'été, pas grand-chose, hein, ça s'est vraiment fait à la trade deadline, comme je disais. Si ce n'est Otto Porter Jr. qui ne reste pas, hein, c'était un peu un trade collatéral dans l'échange de Vucevic vers les Bulls. Les arrivées, surtout l'arrivée principale, c'est Jalen Suggs de la draft en 5e pick qui est tombé un petit peu bas, on l'attendait un petit peu plus haut et ça a profité au Magic. Franz Wagner également à la draft, qui va rejoindre son frère Maurice Wagner, qui fait aussi partie du roster du Magic. Ça, c'est plutôt rigolo, c'est pour l'anecdote. Et Robin Lopez, qui se perd un petit peu dans la ligue jusqu'à Orlando. Alors, ce serait une mauvaise nouvelle pour lui, si ce n'est que pour nous, il va pouvoir tabasser l'infâme mascotte du Magic, qui est vraiment extrêmement moche. Et donc ça, je pense que c'est bien. Le 5 majeur, Markel Fultz, Jalen Suggs, T. Ross, Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr. Un 5 un petit peu fantasmé, puisque on va reparler, mais Markel Fultz et Jonathan Isaac sont encore incertains, hein, comme un petit peu près
toute leur carrière. Non, malheureusement, pas encore rétabli. On n'a pas de date de retour Smile par rapport à Fultz, alors qu'on salue bien évidemment Papa Divac qui est là. Merci pour le follow, bienvenue à toi, installe-toi tranquillement. On finit sur cette troisième preview du Magic. On l'a dit du coup, la plus grosse arrivée, elle vient de la draft, comme pour toutes ces équipes en reconstruction, et c'est au 5e pick que le Magic sélectionnait Jalen Suggs, le guard. On va pouvoir passer à son profil envergure que je vais vous partager sur l'écran. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Vincent, de Jalen Suggs? C'est un guard très athlétique qui explose très vite au cercle et qui donc va rejoindre des profils un petit peu similaires à Orlando. On parle notamment à R.J. Hampton. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de joueur? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le joueur? Alors déjà, c'est pas on peut parler de Jalen Suggs, c'est on doit parler de Jalen Suggs parce que si Camille démissionne officiellement. Tu as raison. Et oui, donc Jalen Suggs sélectionné avec ce 5e pick. Alors toutes les rumeurs l'envoyaient à Toronto et mettaient plutôt Scottie Barnes à Orlando. Alors finalement, l'équation s'est inversée. Suggs, du coup, l'année dernière, c'était le meneur de Gonzaga. Gonzaga qui a été invaincu toute la saison avant de perdre lors de la finale NCAA contre Baylor. Et le chef d'orchestre de cette équipe qui a quasiment tout écrasé sur son passage, c'était Jalen Suggs. C'est donc encore une fois un combo guard, plutôt meneur peut-être, qui est bon à tout faire et qui est surtout, comme tu l'as dit, doté d'un physique assez extraordinaire, puisque à sa sortie du lycée, il était non seulement considéré comme le prospect numéro 1 de l'État du Minnesota, mais non seulement au basketball, mais aussi au foot US. Donc, il a fait le choix du basketball, mais il aurait, un petit peu comme LeBron à l'époque, il aurait peut-être pu prétendre également à une très belle carrière au foot US. Donc Suggs, il est excellent. Alors excellent balle en main, peut-être pas, parce qu'on va y revenir. Son péché mignon, c'est la perte de balle. Par contre, il a une vision du jeu très avancée pour son jeune âge. Il a 20 ans, il a fait qu'une saison à la fac. Et peut-être même que la qualité de son playmaking et de sa vision du jeu a été impactée à la baisse par le fait qu'il jouait à Gonzaga dans une véritable armada et qu'il devait partager la gonfle et que, enfin voilà, à Gonzaga, il ne se la jouait pas hero ball du tout. Il partageait bien la balle avec Drew Timme au poste, avec Joël Ayayi. C'est aussi dans l'autre sens un intérêt aussi pour des jeunes prospects qui peuvent faire ça et qui ne sont pas déjà complètement matrixés par leur ego à ne faire que du hero ball. C'est toujours, je pense, meilleur dans ce sens-là d'avoir un joueur qui peut et qui a su déjà partager la gonfle plutôt que quelqu'un qui s'est enfermé un peu égoïstement dans son jeu offensif. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, quand à la fac, les jeunes sont insérés dans une très bonne équipe, leurs talents s'en retrouvent un petit peu peut-être cachés et du coup, ça ne peut que constituer une belle surprise ensuite, une fois qu'ils arrivent au plus haut niveau, notamment dans une franchise comme ça où il aura tout le temps et tout le loisir de s'exprimer. Juste pour terminer là-dessus, enfin sur Jalen Suggs, il a aussi un excellent état d'esprit et il est considéré comme étant un leader, notamment dans les teams USA qu'il a fait. Et bon, il a peut-être un tir un petit peu fluctuant, même si on garde peut-être en tête son buzzer beater du milieu de terrain en demi-finale de la March Madness contre UCLA l'année dernière. Pour l'instant, son tir n'est pas un chantier, hein, il n'en est pas là, mais il est peut-être un petit peu moyen et c'est un axe d'amélioration qu'il pourrait avoir en même temps que les pertes de balles. Voilà. Peut-être que tu veux que je passe directement à Franz Wagner? Bah, je t'en prie, tu me fais mes transitions, c'est parfait. Excuse-moi. Non, au contraire. Donc Franz Wagner, lui, c'est un Allemand. J'ouvre la porte à Valentin pour les blagues. Qui a été sélectionné peut-être haut, avec le choix numéro 8. Encore une fois, bon, il était souvent mis plutôt comme Josh Giddey, entre la 10e, la 15e ou voire la 20e place.
Il a réalisé 2 saisons à Michigan. Il avait déjà joué dans le milieu professionnel en Allemagne avant ça. Et c'était l'option 1 bis de l'équipe de Michigan avec le pivot Hunter Dickinson. C'est un ailier fort qui mesure 2 m 06, quelque chose comme ça. Et qui, lui aussi, c'est un petit peu une boîte à outils comme Suggs qui n'a pas de gros points faibles. Son plancher est déjà relativement haut. Des doutes peut-être évidemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur son plafond. Par contre, il pourra constituer une belle rotation, notamment sur le poste, les postes 3-4 et peut-être sur le poste 3 parce que derrière Terence Ross, il n'y a pas grand monde. Et Oui, surtout dans un complètement. tout autre profil que Terence Ross, moins scoreur et plus facilitateur. À noter aussi que Wagner ne fera pas de mal à la défense de l'équipe. C'est pas un lockdown non plus, mais voilà, comme ce qu'on disait avec Cade et Killian Hayes, il a la volonté de défendre et le physique qui va avec. Donc voilà, ça peut être une belle surprise, mais encore une fois, il a peut-être été drafté un peu haut. Attention à Smile, ce que ça ne soit pas Smile fait considéré comme étant une déception. ouais, Smile fait une remarque intéressante. C'est vrai qu'avec Isaac et Wendell Carter Jr., dans le 5, ça semble un peu léger niveau spacing. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté un petit peu profil similaire. Alors même si j'avais noté par rapport à la preview que Wagner, il y a un côté peut-être plus défensivement, plus intelligent, ou en tout cas c'est moins dans l'athlétisme, mais plus dans l'intelligence de jeu, qui peut différer un petit peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça reste des profils 3-4 ailiers assez défensifs. Ça peut être potentiellement une limitation, même si je pense qu'en fait on n'en est pas vraiment là du côté d'Orlando. Il y a un aspect, celui qui a le plus de talent et la meilleure éthique de travail, etc., réussira à s'intégrer et on verra bien la suite. Est-ce que tu veux conclure là-dessus ou je peux passer par rapport au changement de coaching staff? Juste rebondir très rapidement sur le spacing pour dire que effectivement, et en plus le spacing, il sera peut-être pas aidé ni par Suggs, enfin par la base arrière quoi. Si Fools revient jouer Oui. en carrière, c'est jamais mieux que 28% à 3 points, 26,5% de moyenne à 3 points en carrière. Et Jalen Suggs, c'est pas sa spécialité non plus, donc effectivement, il risque d'y avoir un embouteillage dans la raquette de Bon, l'adversaire. Max et Cam nous disent que malgré tout, Franz a potentiellement un upside sur son shoot et pourrait quand même pallier à ça. Alors, pas tout seul, comme tu le dis, c'est vrai que c'est même plus large que le front court, c'est vraiment un problème qui pourrait être global. Donc, c'est quelque chose à surveiller, en tout cas, au moins en termes de développement. Une chose qu'on a notée dans la preview, et qui me semble intéressante, parce que j'étais content que ça revienne parce que ça va pouvoir être appliqué à l'ensemble des previews qu'on a faites jusqu'à maintenant et aux autres franchises qui sont en développement sur leurs joueurs. C'est que Orlando, en cassant son équipe et son trio pas si victorieux du coup, avec Gordon, Fournier et Vucevic, a aussi viré son head coach pour engager Jamal Mosley, assistant défensif de Rick Carlisle à Dallas, ex-assistant défensif de Rick Carlisle à Dallas, qui a été aussi assistant coach des Cavs de 2014 à 2010. Un coach rookie, donc, et qui sera également rejoint par Nate Tibbetts, qui était assistant coach précédemment à Portland. Des précisions, alors, on s'y connaît pas forcément et c'est difficile de savoir vraiment les personnalités du coaching staff, ce qu'ils peuvent apporter, à quel point ils sont qualifiés ou autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en cours de saison pour que des fois ça puisse marcher, des fois pas. C'est difficile souvent de voir dans ce jeu-là. Néanmoins, je trouve que c'était intéressant en fait à apporter dans ces previews, dans le sens où pour moi c'est quand même une part essentielle de la réussite d'un projet en termes de développement, et quelque chose dont on pense pas forcément tout de suite. C'est pas quelque chose qui vient à l'esprit souvent, mais c'est quelque chose de très très important et qui peut très facilement, je pense, alors après c'est peut-être une take personnelle, un avis personnel, mais influer sur la réussite ou non d'un joueur, l'entourage en termes de coaching staff et la capacité d'un coaching staff à développer les joueurs. C'est vraiment un talent particulier que tous n'ont pas, et je pense que c'est très impératif pour des franchises
en développement de trouver aussi un bon coaching staff qui va permettre l'évolution des jeunes joueurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on met un petit peu trop souvent sous le manteau parce que c'est difficile d'en parler et difficile d'être au courant et de connaître vraiment les assistants coachs, les coachs et ce qu'ils peuvent apporter, leur qualité, leurs défauts. Mais voilà, je pense que c'était une parenthèse intéressante à amener. On peut passer un petit peu au D'ailleurs, focus. Oui, je bah, vas-y, vas-y, peux vas-y. juste apporter quelque chose parce que, étant fan Complètement. de Dallas, Mosley travaillait donc chez les Mavs l'année dernière. Alors moi, la seule info que j'ai vraiment, c'est que c'est justement une personne très appréciée des jeunes joueurs. Donc Ah, pour Orlando, ça me paraît être une aubaine, puisque comme on l'a dit, l'équipe est composée majoritairement de très jeunes. Et j'ai quand même une question, c'est ma hot take à moi, c'est quand on est assistant défensif à Dallas, quel est le poste qu'on a réellement? Est-ce que c'est pas un petit peu un travail fictif à faire? ce que j'aime bien, c'est que tu peux tout à fait te plaindre du travail défensif de Dallas, puisque c'est quand même ta franchise de cœur, si je ne me trompe. Donc, Tu ne euh, te trompes pas. donc, je suis très content que ce soit toi qui ait placé cette punchline et pas moi. Je nous sens très légitime, du coup, de pouvoir un petit peu clasher le niveau défensif de Dallas. Et effectivement, il y a des assistants comme ça, des fois, où je me demande, je me dis, c'est quand même incroyable qu'ils aient encore du crédit pour ces choses-là. Enfin, bref. On peut passer au focus un petit peu de la preview sur ce Magic d'Orlando, avec bien évidemment et malheureusement une première partie sur les blessures. On parlait tout à l'heure du potentiel 5 majeur idéal avec Markel Fultz et Jonathan Isaac, deux joueurs qu'on n'a pas vus en fait depuis longtemps. Depuis le 7 janvier pour Markel Fultz qui se reblessait du coup en début de saison, puisque la saison a démarré le 24 décembre, il me semble, 25 décembre. Et puis, pour Jonathan Isaac, encore pire, c'est depuis la bulle qu'il n'a pas foulé les terrains. Et le vrai problème là-dedans, c'est que c'est a priori Markel Fultz et Jonathan Isaac les deux meilleurs joueurs du Magic et dont le Magic pourrait être le plus certain dans la position et dans le rôle. En 4 saisons, Isaac, c'est que 136 matchs. En 3 saisons, Fultz, c'est que 113 matchs. Je Là, je pense que la saison à venir va décidément décider du statut des deux et si ou non ils sont viables à l'échelle de la ligue. Est-ce qu'ils pourront jouer tout simplement. Et je pense que ce sera d'autant plus prégnant comme interrogation du côté du Magic et comme aspect définitif dans l'analyse que Jalen Suggs, qui est titularisé en arrière, qui sera certainement titularisé en arrière, grâce à sa capacité gestionnaire et d'initiateur, pourrait peut-être remplacer aussi le rôle de Fultz. On ne sait pas si les deux pourront jouer ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que si Fultz continue à manquer des matchs, Jalen Suggs devrait très clairement prendre cette place-là, surtout que au Magic, on a beaucoup d'arrière. Derrière, il y a bien évidemment Cole Anthony, qui était une des seules satisfactions de la saison passée, ou au moins un des seuls à mettre des cartons offensifs. On a aussi R.J. Hampton, qui a un profil d'arrière offensif avec beaucoup d'explosivité vers le cercle. Est-ce que tu vois, toi, potentiellement, comment tu vois cette hiérarchie, toi, là, par rapport à Fultz, par rapport à Suggs? Est-ce que tu les vois potentiellement jouer ensemble? Ou est-ce que tu penses que Jalen Suggs va pouvoir prendre ce rôle-là de meneur ou au moins d'initiateur et faire la part belle peut-être en termes de minutes à d'autres arrières d'Orlando? Eh bien, écoute, je pense que si on reprend le titre de la preview de Julien, reconstruire un monde meilleur, bah, je pense que dans le meilleur des mondes, ils pourraient effectivement jouer ensemble. Par contre, j'ai peut-être tendance à être assez pessimiste sur le cas Markel Fultz, alors que c'est dommage parce que l'année dernière, il avait bien commencé sa saison. Après tant de galères, que ce soit physique et d'ailleurs psychologique, à Philly, on se souvient qu'il avait un geste complètement détraqué au lancer franc notamment et que ça venait principalement de cet aspect psychologique. Mais oui, il était bien revenu. Il avait fait plusieurs matchs à plus de 20 points. Il distribuait bien le ballon. Enfin, si il affichait peut-être pas le niveau d'un first pick, mais en tout cas, il affichait de belles promesses. On peut peut-être se demander si maintenant, là, ces ligaments croisés, c'est pas la blessure de trop et s'il saura revenir au niveau qui était le sien. Et pour ça, je suis peut-être un petit peu pessimiste.
Et je vois bien à l'avenir, et peut-être même immédiatement, parce que comme tu l'as bien précisé, on n'a pas de date de retour pour Fultz. Donc je vois bien Jalen Suggs prendre le contrôle de la main avec peut-être voilà Cole Anthony à côté dans un profil plus scoreur. Mais oui, je vois bien Jalen Suggs prendre les commandes de la main du côté d'Orlando tout de suite, et peut-être d'ailleurs que ce ne sera pas une mauvaise chose pour la franchise, sans vouloir tacler du Markel Fultz, puisqu'encore une fois, il s'en sortait très bien. Mais Suggs dispose peut-être du potentiel pour être le général des Mais parquets qui fait du bien à l'équipe. totalement, de toute façon, pour une franchise comme ça qui est en construction, la priorité c'est de trouver les talents qui vont réussir à élever son plancher pour réussir à avoir un corps de joueurs qui puisse l'emmener ailleurs que dans les bas-fonds de la ligue. Et que ce soit Fultz ou Suggs, tant qu'il y en a un, je pense que tous les fans, les peu de fans qu'il y a du Magic, mais parce que aussi ils sont dans une galère depuis des années, devraient apprécier quoi qu'il arrive. Et je suis un peu d'accord avec toi, je suis un peu pessimiste moi aussi par rapport à Markel Fultz. J'aimerais qu'il puisse se sortir de tout ça. Maintenant, ça fait beaucoup, 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 je trouve, pour un jeune joueur. Et c'est peut-être, malheureusement, un peu pareil pour Jonathan Isaac, qui lui aussi, bah, encore une fois, je le répète, mais 136 matchs sur 4 saisons, c'est très, très, très faible. Euh, Est-ce qu'il réussira à jouer un petit peu plus cette saison? En tout cas, derrière, il y a Franz Wagner dont on a parlé, et qui pourrait prendre cette place-là si Isaac restait blessé. On a aussi Okeke, pardon, en supplément. Mais c'est à peu près tout sur le poste 4, alors que sur le poste 5, on serait très clairement sur Wendell Carter Jr., titulaire a priori, et Momamba derrière. Momamba qui lui aussi a eu ces blessures-là, etc. On a vraiment le facteur blessure, je trouve, à Orlando qui prédomine les débats. Et avant toute chose, il faudra jouer un petit peu plus de chance pour la franchise pour pouvoir voir ces nouveaux jeunes se créer une place. Est-ce que on enterre Jonathan Isaac? Est-ce qu'on enterre Momamba pour toi? Comment est-ce que tu les vois potentiellement s'intégrer, se réintégrer dans celui-là? Ou alors est-ce que tu imagines vraiment Wagner ou Wendell Carter Jr. leur prendre la place? Eh ben, déjà, pour Isaac, bah, encore une fois, on ne sait pas quand il va revenir. On sait d'autant moins quand il va revenir que il refuse de se faire vacciner. Donc, sa saison risque d'être tronquée non seulement par son genou, parce que lui aussi c'était les croisés, je crois, mais en plus, bon, bah, voilà, par sa décision de ne pas être vacciné. On va peut-être pas en débattre. Euh, mais c'est dommage qu'il soit blessé. Et c'est un petit peu le même aspect qu'on peut donner sur Movamba, c'est que ce sont deux joueurs qui pouvaient donner une assise défensive à Orlando. Ouais. Jonathan Isaac, avant sa blessure, et notamment au début de la saison 2009, 2019-2020, oui, euh, on pouvait, pourquoi pas, le pressentir dans une All-NBA Defense Team. Parce que effectivement, il est très grand, il est très long, et puis il a des aptitudes défensives assez incroyables. Et c'était pareil pour Mobamba. J'ai rapidement regardé. Alors malgré lui, c'est peut-être plus un problème d'envie. Hein, c'est d'ailleurs ce qui est noté dans la preview. Mais il a toujours eu un net rating positif. Alors c'est pas une bête offensivement, mais défensivement, bon bah voilà, par sa taille et par son potentiel de dissuasion, il faisait du bien à la défense d'Orlando. Donc c'est dommage que ces deux-là soient blessés. Pour Bamba, je pense que c'est peut-être alors peut-être pas déjà la dernière chance, mais voilà, maintenant ça fait 3 saisons qu'il est dans la ligue, il a jamais réussi à s'imposer. Maintenant il a Wendell Carter Jr. devant lui, qui a prouvé de belles choses, mais qui ne doit pas être intouchable non plus. Pour Bamba, il s'agirait maintenant de démontrer qu'il a le talent d'un pick 6, ou alors on pourra effectivement commencer à parler du fait que Orlando a bien mal drafté cette année-là. Euh, C'est vrai, Momamba. mais je Alors... pense, Oui, vas-y, finis. je pense que Carter Junior part avec un crédit bien supérieur, et que c'est pas un lockdown, mais je pense qu'il
qu'il restera titulaire bien longtemps et qu'il faudra qu'il enchaîne les mauvaises performances pour que Bamba puisse lui passer devant dans la hiérarchie. Bah, c'est vrai que c'est ce que tu disais un petit peu. C'est vrai que la critique par rapport à Momamba, c'était en plus de son intensité, l'intensité qu'il mettait ou quoi, c'était par rapport aussi à son envie. Et c'est vrai que d'avoir en plus un concurrent direct à son poste devant lui, ça n'aidera peut-être pas, ou alors peut-être que oui, mais en tout cas, ça ne présage pas forcément que du bon, et ça ne nous encourage pas à espérer beaucoup plus. Euh, une franchise du Magic du coup qui commence son... Alors que le chat a disparu. Ah oui, ça, donc ça sera un réglage que je devrais faire. Très bien. Du coup, je vais repasser là-dessus. Voilà, voilà. Une parenthèse, excusez-moi. Mais le chat était... le chat a disparu dans la fenêtre, mais je l'ai toujours, bien évidemment. Une franchise d'Orlando, du coup, qui recommence réellement sa reconstruction. Maintenant, qui avaient des jeunes potentiels mais qui n'ont jamais réussi à cause des blessures, comme on l'a dit, à pouvoir s'imposer et autres, et ne donnent que très peu d'assurance finalement. Et donc du coup, une franchise qui... je te vois, Max, merci beaucoup pour le test. Une franchise qui, du coup, va reprendre à zéro presque sa reconstruction. C'est-à-dire que j'ai l'impression que voilà, les jeunes qu'elle aurait pu potentiellement lancer ces dernières années, on arrive peut-être à une saison définitive en termes de résultats. C'est-à-dire que si ce n'est pas maintenant, ce sera jamais. J'en ai bien peur pour eux. En tout cas, c'est comme ça que ça a l'air de se goupiller. Heureusement, quelques autres jeunes de potentiel derrière qui sont intéressants et menés par Jalen Suggs. Ça va vraiment être lui, je pense, le joueur à suivre derrière tout ça. Veux-tu ajouter quelque chose par rapport au Magic ou est-ce qu'on peut finir là-dessus? Alors, attends, je te vole la fin juste avant. Quid de RJ Hampton? Je suis d'accord avec toi, Max. Je l'ai évoqué très rapidement à un moment. Il y a aussi un intérêt avec Terence Ross qui ne rentre pas vraiment dans la timeline du Magic, un peu comme Gary Harris. Ça, c'est des pièces qui seront peut-être échangées en cours de saison, en tout cas qui pourraient être des assets intéressantes si Gary Harris retrouvait notamment son tir extérieur. Ça pourrait être un trendy intéressant comme asset dans la ligue. Mais R.J. Hampton pourrait peut-être gratter des minutes au poste 3. Et puis, comme on en parlait, si dans la hiérarchie, Markel Fultz ne peut pas réellement se maintenir en santé et passe du coup derrière avec Jalen Suggs qui prendrait un petit peu l'initiation du jeu à côté d'un Cole Anthony, c'est ce que vous en parliez très bien avec Smile dans le chat, ça pourrait être un combo intéressant sur le backcourt. Il pourrait du coup récupérer toutes les backup minutes. En tout cas, moi, c'est tout ce que je sais parce qu'à Denver, c'était vraiment un profil qui n'avait que très peu de temps de jeu, mais sur le peu de temps de jeu qu'il y avait, est un profil enthousiasmant. Alors, c'est un arrière extrêmement explosif. Ouais, alors je pensais que R. Hampton était meneur. Il est plus arrière. C'est vraiment un slasher pour l'instant, avec un shoot à travailler. Mais vraiment, vraiment très fort athlétiquement et il a peu de capacité dans le playmaking. Et c'est un peu un arrière comme Orlando en a tout le tour du ventre, pardon. Donc du coup, je sais pas s'il arrivera à faire sa place. Peut-être en termes de backup, c'est toujours intéressant un profil offensif backup à l'arrière. On sait à quel point tous les 6e hommes de l'année sont taillés dans ce même moule depuis des années, peut-être un petit peu à tort, mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà pour R.J. Hampton qui devrait, je pense, batailler pour ses rôles de second unit. On a vu que Cole Anthony était quand même devant lui dans la rotation du Magic l'an dernier. Mais c'est tout ce que je souhaite à Hampton qui est un rookie plutôt sympa. Enfin, un rookie, un sophomore maintenant, plutôt sympa et un jeune joueur assez cool. Est-ce que Vincent, je reviens vers toi, tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à Orlando ou est-ce qu'on peut clôturer ce live? Écoute, non, je pense qu'on peut clôturer en disant que pour les 3 franchises, le maître mot cette saison, ce sera peut-être patience. Oui, bien sûr, comme toutes les franchises en reconstruction, et c'est difficile parfois pour les fans d'entendre ça après beaucoup de saisons, euh, à accumuler les défaites. Et en même temps, il y a, comme tu le disais très bien en premier lieu, et avant ça, aussi, on peut avoir de l'intérêt et des notes d'optimisme par rapport au potentiel des joueurs et de voir leur développement et de voir jusqu'où ils pourront aller. En tout cas, on peut, je pense, terminer sur ces mots. Je voulais remercier à tout le monde qui était passé dans le chat, mais aussi qui avait followé, tout le monde qui ont followé la chaîne.
nos previews donc vont s'organiser un petit peu comme ça. Il y aura, alors ce sera Vincent était là aujourd'hui, et il reviendra Vincent plusieurs fois pour nous parler de certaines previews qu'il aura écrites. Et puis, on aura d'autres rédacteurs, bien évidemment, pour essayer d'avoir au maximum les rédacteurs de leur propre preview. C'est toujours un axe un petit peu plus intéressant, forcément. Merci Smile, merci Max, qui ont été très présents dans le chat. Attends, Merci beaucoup, les mecs. j'apprécie beaucoup votre travail. Ah bah ça fait d'autant plus plaisir. Merci beaucoup d'être passé. On fait un petit point juste sur ce qui viendra donc tous les jours de la Demain semaine. Oui, alors alors si tu veux, j'ai les franchises sous les yeux, je peux les donner. Ah bah c'est parfait. J'allais me galérer à aller les chercher. Alors demain du coup, quelle franchise on va attaquer, Alors Vincent? demain déjà, vous aurez l'occasion et la joie, évidemment, d'entendre Camille avec N5. Et les franchises qui seront traitées, ce seront les Cleveland Cavaliers, les Minnesota Timberwolves et les Houston Rockets. Un programme qui promet, on reste dans, disons, l'évolution des jeunes joueurs Exactement. et des franchises qui voilà, sont axées plus développement que victoire. S'il y a les Raptors, je me demande pour venir. Les Raptors arriveront, mais pas tout de suite. Le 11 octobre, les Raptors. Voilà, comme ça, voilà. Si dans le chat vous avez des demandes pour, enfin, pas des demandes pour remplacer, parce que Vincent s'est déjà assez cassé la tête pour mettre dans les bons jours les choses, ça a été très compliqué selon les dispositions de tout le monde. Mais si vous voulez savoir quand est-ce que passera votre franchise, vous pouvez, c'est le moment de demander à Vincent qui va pouvoir le dire. Et puis, voilà, encore une fois, le programme entre midi et 14h au maximum, peut-être midi 13h30 parfois. De toute façon, on vous précisera sur les réseaux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Twitter pour savoir quand est-ce qu'on arrivera. N'hésitez pas à follow le Twitch, même si j'ai vu que c'était fait pour la grande majorité d'entre vous, pour avoir les notifs. Et puis surtout, pour ceux qui n'auraient pas forcément, qui venaient d'arriver ou qui n'auraient pas pu avoir le début du live, on va tout rediffuser. Je passe en montage juste après l'émission et on va pouvoir tout rediffuser sur YouTube en soirée et forcément on notera ça sur les réseaux, sur Twitter, on balancera tout ça, vous serez au courant. Merci à tous. Alors, simplement, du coup, vu que c'est demandé, oui, les vas-y. Grizzlies, ce sera le 13. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en parler tous les jours, on vous en a pas? Alors, certes, mais tu vois, on a un planning très cadré et puis on a déjà pris beaucoup de temps, tu vois, c'est limite sur l'horaire, donc il va pas falloir beaucoup dépasser. Mais les Grises, ce sera très intéressant. Moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup. La direction de la franchise actuelle, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et on en parlera donc, du coup le 13, comme vient de le dire Vincent. Merci à tous. On vous laisse là, on se retrouve demain, mêmes horaires, midi, 13h30, 14h, pour donc Cleveland, les Wolves et Houston. Merci à vous, c'était super, merci le chat, beaucoup d'interactions. Et nous on se dit à plus et à plus Vincent. À plus, N5, merci à tous. Ciao.